Bonjour Alain. Bonjour Sonia. Pourrais-tu nous commenter la phrase suivante? L'être humain est un être sociable. Je pense que cette affirmation va être très dépendante d'une personne à une autre, d'un individu à un autre. Il y a des personnes, des esprits qui viennent sur Terre pour faire une expérience sociale, sociable. Ça, sans aucun doute. Mais il y a d'autres personnes qui vont venir sur Terre pour faire une mission, une expérience beaucoup plus individuelle. Ce qui est bien, c'est que même quand on fait une expérience très individuelle, le tout, le grand esprit, l'ensemble, la source en profite. Prenons l'exemple d'un chercheur. Un chercheur va pouvoir développer pendant des années dans son laboratoire, seul, peut-être avec une équipe, seul, ses recherches. Ça peut être des calculations, des expériences et autres. Et pendant des années, pendant peut-être même toute sa vie, il aura une expérience très peu sociale, très peu sociable. Il sera vraiment dans son laboratoire à chercher. Néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est que les découvertes qu'il fera pourront être utiles à toute la société. Donc même si lui a fait une expérience dans son contexte individuel assez clos, les résultats vont être très sociables, très sociaux. À l'opposé, une autre personne très sociable, une personne politique par exemple, une personne publique, d'accord, ou un athlète de haut niveau qui sera toujours avec du monde, va durant toute sa vie très tôt avoir une expérience sociale et sociable où il aura des interactions avec un maximum d'individus, avec un maximum de personnes. Donc je pense que d'une personne à l'autre, la réponse peut être affirmative ou négative suivant les expériences de vie que recherche à faire l'âme ici sur Terre dans cette individualité. Pour toi, avons-nous besoin des autres? Je pense que c'est fondamental. Et si on veut, c'est la chose suivante, c'est très intéressant. En réalité, on peut voir ça sur de nouveau plusieurs perspectives. Ce qu'on appelle les autres, en réalité, dans ma conscience, n'est qu'une partie de sa propre conscience. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a en réalité qu'une seule conscience, qu'un seul esprit qui va se démultiplier, comme dans un miroir. C'est comme si toi, tu es dans une pièce avec des miroirs tout partout. Et ces miroirs vont plus ou moins donner une seule perspective de ta personne ou des perspectives très différentes de ta personne. Un miroir qui est devant va réfléchir l'avant de ta personne, un miroir qui est derrière va réfléchir l'arrière de ta personne. Donc pour moi, ce n'est pas, on va dire, dans le sens d'un besoin où on aura en réalité, à mon avis, toujours le monde qui est son miroir, mais en réalité, on aura là véritablement une immense utilité de ce qu'on appelle les autres pour voir les différents reflets que l'on a, les différents reflets de sa personnalité. Quels sont les impacts de ma personnalité dans tel et tel environnement? Un cultivateur, par exemple, dans sa personnalité, va pouvoir multiplier dans les champs. Un chercheur, comme je parlais tout à l'heure, va pouvoir lui faire de la recherche et peut-être multiplier dans un laboratoire. En réalité, ils auront les deux un impact sur leur environnement où leur environnement va être un miroir de leur personnalité, de leur individualité. C'est un besoin où on va utiliser l'environnement pour se connaître et un autre aspect, c'est de voir que cet environnement va permettre de nous développer dans notre conscience en développant tout ce qui se passe autour de nous. Donc dans cette théorie, l'être humain n'est pas un animal. Tout à fait. L'animal est en réalité dans la phase de l'évolution une conscience, entre guillemets, inférieure à l'homme, mais il ne faut pas qu'on comprenne ça dans le sens inférieur qui est négative. C'est une conscience qui est plus réduite. Ça veut dire que dans l'évolution de la conscience, on aura une conscience qui va s'incarner dans de la pierre, dans une plante qui sera plus vivante que de la pierre, dans un animal qui sera plus vivant qu'une plante, dans un humain qui sera entre guillemets plus vivant, plus mobile qu'un animal. Donc il y a juste une différence de conscience. C'est la même conscience qui va se démultiplier, s'individualiser dans des expériences différentes. Donc pour toi, l'animal et l'être humain, ce sont deux entités différentes? Ouais, c'est très ambigu ces questions. Alors, oui et non. À la base, il n'y a
qu'une unité, qu'une individualité, qu'une présence, qu'une conscience. Certains l'appelleront la vie, d'autres l'appelleront Dieu. On va dire une conscience universelle. L'univers. L'univers est uni. Tout est un. Tout est interconnecté. Et pour moi, tout est énergie. Tout est une conscience, une énergie qui est un peu partout. Maintenant, si on est dans ce nirvana, dans cette unité, dans cette conscience absolue, omniconscience, c'est à la fois bien, mais à la fois c'est extrêmement barbant, c'est extrêmement plat, dans le sens où il n'y aura pas beaucoup d'interactions. En créant maintenant des niveaux de conscience différents, une conscience un peu plus grande et une conscience un peu plus petite, comme sur un piano, des aigus ou des basses. On aura différentes tonalités. Donc l'expérience va pouvoir être plus vivante, plus colorée. C'est de dire ainsi qu'on aura là un individu qui va s'incarner ou un esprit, une conscience qui va s'incarner dans un humain avec une certaine compréhension, une autre par exemple dans un animal, dans une autre compréhension, et ces expériences-là sont complémentaires. C'est une complémentarité d'une même conscience qui elle-même se divise dans des sous-consciences pour pouvoir faire des expériences. Quand tu dis tout est un, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui. Prenons dès la première, je dirais, conférence qu'on a fait, c'est de voir que au départ, il y a une unité dans tout être et dans toute chose. C'est la même énergie qui t'habite, qui m'habite, qui habite ce sol, ce plafond, cette chemise, le micro, la caméra, nos auditeurs. C'est la même énergie. C'est une même unité de vibration où on aura tout partout des ondulations, des champs, des interactions. Donc on a une unité où tout est interconnecté. Sans ce sol, la chaise ne peut pas être posée. Sans cette chaise, moi, je ne peux pas être assis. D'accord? Et donc, sans l'air qui m'entoure, je ne peux pas respirer. Sans toi qui me questionne, je ne peux pas répondre. Sans les auditeurs qui nous écoutent, je ne fais pas ces vidéos. Donc, il y a une interaction complète, totale, entre chaque émanation de cette conscience universelle. D'un autre côté, chaque individu a sa propre perception. La personne qui m'écoute maintenant va entendre ma voix, va voir ici mes reflets. Et cette perception que j'aurai moi va lui être communiquée. Et comme à toi, chacun aura sa propre perception. Tu me vois, mais moi, je te vois. Notre perception est donc bien différente et complémentaire. C'est-à-dire qu'à la fois, tout est uni, tout est un, univers, tout l'univers est uni, et à la fois on a nous séparé chaque être et chaque chose, on a fait une différenciation de chaque être et de chaque chose dans cette unité. C'est absolument magistral de voir entre cette dichotomie où en réalité tout est uni et d'un autre côté on va nous disséquer, séparer toute chose pour lui donner un nom, une utilité, des choses comme ça. Comment on pourrait expliquer les liens que nous entretenions avec nos frères et sœurs, nos parents, nos grands-parents, quand dans la nature, dès qu'ils sont autonomes, ils restent seuls? Oui, pas tout le monde dans la nature reste seul, mais en réalité, on peut voir que, revenons dans cette individualité. Si on comprend qu'on est un esprit, on va comprendre que cet esprit, qui peut faire n'importe quelle expérience, aura envie de faire des expériences différentes. Comme ça, c'est plus complet. Tu peux faire par exemple une soupe qu'avec un légume. Tu fais une soupe par exemple aux épinards et tu auras ta soupe uniquement avec une plante à l'intérieur. Et tu dis, bon, c'est pas mal cette soupe aux épinards, mais je vais un petit peu rajouter quelque chose dedans, un peu du poivre, et ça devient plus épicé. Ou un peu du sel, un peu plus épicé. Après, tu vas dire, ah, c'était pas mal, je vais mettre un petit peu de la crème dedans. Ou peut-être, avec les épinards, je vais encore mettre un autre légume. Donc, c'est-à-dire qu'en tant qu'esprit, tu vas faire des expériences qui seront toutes les unes à côté des autres,
aussi belles et intéressantes l'une que l'autre, complémentaires, où tu pourras toi prévoir dans une individualité ce que tu vas préférer en tant qu'individualité. Prenons un exemple. Un animal, par exemple, dès qu'il grandit, va être complètement seul. Tu auras des animaux qui vont être donc complètement seuls, un oiseau par exemple, un hibou par exemple qui va être seul. Mais on aura des autres animaux qui vont vivre en meute par exemple. Donc très souvent on va avoir cette différenciation où des animaux vont vivre seuls ou en meute. Chez les humains c'est la même chose. Tu auras des consciences individualisées qui voudront être tranquilles dans leur coin et d'autres consciences qui voudront être mélangées avec d'autres personnes en fonction de l'expérience qui est désirée par cette conscience à ce niveau-là. Quand tu parles de conscience, tu parles de réincarnation? C'est aussi une possibilité, pas obligatoirement. Ça veut dire que cette conscience, on a la possibilité de la réincarner le nombre de fois que l'on veut. Et on peut aussi stopper ces réincarnations. C'est de se dire que, en tant qu'esprit, tu pourras t'incarner, te mettre dans la chair d'un animal, par exemple. De dire, ben bon, j'ai assez fait l'animal, maintenant je vais m'incarner dans la chair d'un humain. Et tu vas t'incarner dans la chair d'un humain. Cette incarnation d'une conscience n'est pas que dans une individualité ou animale ou humaine. Elle sera en réalité dans tout l'environnement en même temps. Pour différencier l'humain de l'animal, tu devras avoir en même temps ta conscience dans un animal et en même temps ta conscience dans un humain. Et elle sera différente en même temps dans l'animal et l'humain pour créer une expérience double. Une fois une expérience d'animal, une fois une expérience d'humain. Quand on monte en conscience, en réalité, on prend conscience d'une multitude de choses que l'on n'avait pas au départ. Quelqu'un qu'on appelle très égocentrique va avoir que ses aspirations, ses besoins propres. Il ne va pas considérer les besoins des autres personnes ou animaux. Donc, il n'aura aucun problème de tuer un animal, de cuire, voire même de tuer un humain. En montant en conscience, la personne va avoir une perception de l'autre humain, de l'animal qu'elle n'avait pas lorsque sa conscience était inférieure. Et en réalité, en montant en conscience, on se rend compte, on s'interconnecte avec toute la vie, avec la distribution de cette vie dans tous les êtres qui vivent, qui sont incarnés ou pas. Et comment on fait pour choisir l'expérience qu'on souhaiterait vivre? Ça se passe avant de s'incarner. Ça veut dire que notre incarnation ici répond à un choix. C'est-à-dire que notre âme, esprit, suivant comment on le comprend soi-même, c'est de venir ici faire une expérience dans la matière que l'on aura choisi avant même de rentrer dans la matière. C'est comme tu construis une voiture. Tu construis une voiture, voilà, elle est là, elle est prête, et toi, tu vas monter dans la voiture. Donc, tu vas choisir. Quelqu'un voudra un 4x4, quelqu'un voudra un coupé, quelqu'un voudra une voiture familiale, quelqu'un voudra une voiture sportive, une monoplace. Donc, quand tu vas choisir ton incarnation, tu vas faire le même montage. Tu vas en réalité construire ta vie sur Terre avant même d'y venir. Ça veut dire qu'en réalité, tu as le pouvoir en tant qu'esprit de créer ton livre, de créer ton film, de créer ton rôle ici. C'est véritablement un jeu de rôle. Je prends toujours l'exemple que la Terre est ronde pour comparer ça à un ballon. On vient ici pour jouer, mais on l'a malheureusement oublié. On n'a qu'à voir les enfants comme ils se comportent. Les enfants sont dans le jeu, sont dans la joie. Jeu, joie. Et les adultes vont perdre ce jeu, vont perdre cette joie, ils vont prendre le sérieux. Mais on n'y a pas du tout gagné au change. Et si on se rend compte qu'en réalité on a choisi le jeu avant de venir jouer, on se rend compte qu'on a nous-mêmes tout choisi dans cette vie. Mieux que ça, tout ce que l'on a choisi dans cette vie, qu'on vient incarner, mettre dans la chair, on peut le modifier. On peut le modifier au fur et à mesure. Certains appellent ça la loi d'attraction, moi j'appelle ça la loi de la création. C'est que l'on crée en permanence sa vie. Et quoi que tu aies fait comme programme au départ, tu vas pouvoir faire des immenses mises à jour durant ta vie pour faire évoluer ton expérience. Donc on pourrait dire que l'animal a un esprit? Tout à fait. L'animal a un esprit, une conscience, simplement que cet esprit, cette conscience est différente de celui d'une plante, différente de celui d'un humain. Mais dans les humains aussi, on aura des grandes différences, comme dans les animaux, on aura des grandes différences.
La conscience d'un oiseau va être très différente de la conscience d'un mammifère, va être très différente de la conscience, par exemple, d'un poisson. Et à chaque fois, ce qui est génial, c'est de se rendre compte que si tu te lèves le matin en sachant que tu es un esprit, et que tu fais tes expériences dans la journée en sachant que tu as un esprit, une conscience, tu vas énormément changer. Et tu pourras beaucoup plus facilement te lier à d'autres esprits, à d'autres consciences, entre guillemets, limitées. Regarde comme il y a des gens qui sont très attirés, par exemple, par les chiens. Ils vont avoir un chien, ils vont le caresser, ils vont vraiment l'aimer, y faire attention, et être joyeux et rendre le chien joyeux. Et d'autres personnes, pas du tout. Elle ne veut pas du tout un chien, elle va préférer, par exemple, un chat. Et le chat va la rendre joyeuse, cette personne, et elle va pouvoir caresser le chat, et le chat aura une toute autre singularité que le chien. Le chat sera beaucoup plus indépendant que le chien qui sera beaucoup plus dépendant, qui vient beaucoup plus se coller à soi. Et une autre personne ne voudra pas du tout d'animal. Elle ne voudra ni un chat ni un chien. Elle va dire non, non, ça met des poils partout, il faut le sortir 3 fois par jour si c'est un chien, le chat, il va me griffer mes canapés, etc. Et comme c'est intéressant, c'est de se rendre compte que l'esprit qui s'incarne une fois dans le chat, une fois dans le chien, une fois dans l'humain, amène une complémentarité et fait une expérience qui est complémentaire dans un moment donné. C'est absolument magique quand tu penses cette perspective de l'esprit qui, dans différents êtres, dans différents environnements, différents décors, va pouvoir faire des expériences qui sont les unes différentes de les autres. Donc l'esprit garde en mémoire les expériences passées? Tout à fait, tout à fait. Si tu parles par exemple des mémoires comme les mémoires akashiques, tu vas avoir un accès à des informations. Par exemple, les personnes qui sont clairvoyantes, par exemple, vont pouvoir voir des perceptions de choses qui se sont passées, des médiums, dans le temps, ou des choses qui vont se passer à l'avenir. Tout à fait. On a un accès à cette information. C'est comme si tu avais un CD avec toutes les histoires qui sont déjà gravées sur le CD. D'accord? Et au fur et à mesure que tu fais ces histoires, d'accord, tu vas les vivre ici dans la matière. Mais en réalité, toutes ces histoires sont déjà existantes dans un tout multidimensionnel. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton esprit actuel, ton expérience, aider les autres? Oui. Actuellement, le monde limité, depuis déjà des années, ne me suffit pas, de loin pas. Et je sais qu'il y a énormément d'éditeurs qui sont dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on va vouloir faire une expérience qui sort d'une expérience limitée. Donc quand on a ce besoin, cette envie, ce désir de faire des expériences dans quelque chose qui n'est pas limité, on va commencer de faire une recherche ou une expérience spirituelle. Et ça a été vraiment ma démarche depuis très longtemps déjà, de l'expérience limitée, la rendre illimitée, de sortir de la matière pour entrer dans l'esprit, dans mon essence. L'essence n'est pas, on va dire, limitée à la matière. L'essence va conduire la matière, mais l'essence va créer la matière. Et dans mon fonctionnement à moi, c'est de me percevoir clairement en tant qu'une émanation, un esprit, une conscience, qui fait une expérience momentanément humaine et qui, dans le temps, ne se suffit plus de cette expérience humaine et va donc faire de nouvelles expériences, entre guillemets, non pas ordinaires, extraordinaires ou non pas humaines, mais surhumaines, en travaillant dans un esprit, dans des esprits qui ne limitent pas aux humains. Mais déjà, de prendre cette perception de l'esprit, on pourra beaucoup plus fonctionner avec d'autres humains. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une union essentielle d'une personne à une autre, d'une conscience à une autre, d'un esprit à un autre, pour pouvoir influer, et dans ce cas le plus positivement possible, par exemple pour ramener la santé, pour ramener le bien-être, pour ramener un fonctionnement où il y a eu des désharmonies. Donc l'essence de mon fonctionnement est véritablement de ne pas se limiter à quelque chose de matériel, d'aller dans l'immatériel, de ne pas se limiter à quelque chose de fini, d'aller dans quelque chose d'infini. Et toi Alain alors, es-tu un être humain sociable? Oui.
C'est une très très bonne question. Je dirais fondamentalement oui, mais dans une perception, dans une perception qui est différente, je dirais, d'une perception qui est, on va dire, traditionnelle. Dans ma perception de cet ensemble, tel que je parlais des miroirs en réalité, chaque personne qui vient à moi fait partie de moi, et dans ma conscience, et dans mon esprit. C'est-à-dire que où on aura une cohésion, une union, où la séparation n'existe plus réellement. Oui, il y a une personne qui vient, une individualité qui vient vers moi. Oui, elle est dans un corps incarné qui est à côté du mien. Oui, mais dans ma conscience, cette sociabilité où je suis maintenant est en réalité juste une intégration de ma propre conscience qui s'est intégrée, incarnée dans d'autres êtres en réalité. Quel conseil tu pourrais donner à un être humain qui pense avoir besoin de liens sociaux, mais très mal entouré? Alors c'est de commencer par voir dans son entourage avec qui il s'entend bien. C'est d'avoir là une courte introspection et de se dire quelles sont les personnes avec qui je suis bien, je me sens bien. Et dans un premier temps, rechercher à voir plus ces personnes-là. Et elle va développer sa sociabilité, son interaction, ses échanges avec les personnes avec qui elle se sent bien. Est-ce que ça répond à ta question? C'est à ça que tu pensais? Oui, plus particulièrement à la famille. D'accord, oui. Alors, ça c'est dans le cas, je dirais, de la majorité des auditeurs. On nous a appris dans la tradition que la famille était quelque chose d'essentiel, qu'il fallait être très attentif à ses parents, ses frères et sœurs. D'accord? Je dirais, oui, il faut être très attentif à ses parents, ses frères et sœurs. Mais si on regarde bien, on avait fait une conférence qui est sa véritable famille. On voit que très vite, sa véritable famille va bien au-delà que sa famille de sang et que sa famille devient vite une famille spirituelle, une famille d'âme. Donc, si quelqu'un n'a pas une très bonne cohésion avec sa famille de sang, mais je dis, c'est pas grave. Il suffit de prendre de la distance, en tout cas pour un certain temps. C'est de prendre de la distance en n'allant pas vers les gens, que ce soit de notre famille de sang ou d'autres personnes, avec qui on ne s'entend pas bien. Faire ça en douceur, calmement, sans crier. C'est juste prendre de la distance d'une manière, je dirais, diplomatique. Et on est très pris par son travail, par la vie, etc. Puis on n'a pas beaucoup le temps de les voir. Et ainsi, pendant cette période-là où on aura pris une certaine distance, chacun pourra mûrir. Et la personne qui avait peut-être des conflits avec sa famille, et la famille qui avait des conflits avec elle, ça leur donne une chance à ces deux individualités de se développer, de devenir plus conscientes et à un moment donné de se réunir à nouveau dans un état d'esprit plus optimiste, plus commun, plus convivial, plus amical. Merci Alain. Merci à toi, Sonia.